Merci. Merci Stéphanie. D'abord, je tiens à remercier Pascal qui est à l'initiative de cette rencontre d'aujourd'hui, qui a gracieusement offert d'organiser tout ça. Donc, je l'en remercie. Je remercie également Stéphanie pour la belle présentation. Merci beaucoup. Merci à Maurice aussi. Et merci à Histoire engagée. C'est très intéressant, en fait, comme initiative d'Histoire engagée de s'impliquer et de faire impliquer les jeunes historiens dans le débat historique dans la société québécoise et extérieure au Québec. Je pense que c'est important de s'impliquer. Pour ma part, j'ai toujours eu à cœur la vulgarisation de mes travaux. Je pense que d'une part, c'est normal qu'un historien soit un peu dans sa tour d'ivoire et qu'il partage le fruit de ses recherches auprès de ses collègues qui vont les évaluer, les critiquer. Mais c'est important également que ce savoir-là ne se perde pas au sein de cette tour d'ivoire ou de ces tours d'ivoire et qu'on soit en mesure de le communiquer au grand public. Et donc, je pense que Histoire engagée fait un magnifique travail à ce chapitre-là. Alors, tout d'abord, je voulais parler un petit peu de la genèse de ce livre-là, parce que je pense que ce ne sont pas tous les étudiants ou les finissants à la maîtrise en histoire et autres disciplines confondues également qui décident spontanément de publier, d'entamer un travail pour publier, de transformer et éventuellement de publier leur mémoire de maîtrise. Donc, pour ma part, ça a commencé toute cette histoire-là au baccalauréat. Au baccalauréat en histoire à l'Université de Sherbrooke, justement, où, comme tout jeune historien amateur, on se cherche un peu, on ne sait pas trop ce sur quoi on va vouloir travailler dans notre carrière. À ma plus grande merveille et découverte, j'ai participé au séminaire de Stéphanie Lantier, Cinéma-Histoire, à la 3e année de mon baccalauréat, qui a été pour moi une révélation. Donc, j'ai su dès ce moment-là que c'était le cinéma qui deviendrait mon terrain de jeu d'historien. Et je pense que Stéphanie, à ce chapitre, est une pionnière, ou en tout cas, pour moi, je l'interprète ainsi, parce que dans les départements d'histoire au Québec, il n'y a pas d'historiens spécialistes de la question de l'utilisation du cinéma en histoire spécifiquement. Stéphanie est une des rares. Il y a également une initiative à l'Université de Montréal, étant donné que le département d'histoire n'est pas nécessairement tellement loin physiquement du département d'études cinématographiques. Il y a des professeurs en histoire qui spontanément, à tous les automnes ou à tous les hivers, proposent à leurs étudiants d'assister à des séminaires en études cinématographiques, mais ça reste quand même des séminaires qui sont donnés par des professionnels en études cinématographiques. C'est rien pour diminuer leur qualification, mais la perspective n'est pas la même que celle d'un historien. Donc, à ce chapitre, Stéphanie, pour moi, est une belle source d'inspiration. Ensuite, je débute ma maîtrise. Je ne sais pas sur quoi travailler, bien que je m'intéresse au cinéma. Alors, je me tourne vers Christine, qui, elle, dans un éclair de génie, me propose un personnage que son grand-père a connu, qui vient de sa région natale, de Rivière-Ouelle. En fait, lui est originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Elle me propose ce nom, Maurice Proulx. On ne sait pas trop encore qui il est, sinon qu'il a été cinéaste, qu'il a été prêtre, donc qu'il a fait beaucoup de choses et que la région en est très fière. Et donc, pour moi, déjà, ça a piqué beaucoup ma curiosité parce que, en m'intéressant au cinéma, mais plus spécifiquement aux origines québécoises du cinéma, ou de la production québécoise, je pensais spontanément à Albert Tessier, par exemple, que beaucoup de gens connaissent. Et donc, d'avoir cet homme-là, que je ne connaissais pas, nécessairement, ça a suscité ma curiosité. Et je me suis penché sur ce bonhomme. J'ai eu l'occasion d'aller aux archives à la Pocatière, où son fonds d'archives est conservé, où j'ai rencontré François Taillon, qui est l'administrateur, le directeur de ce centre d'archives, des gens très sympathiques, Pierrette Moret aussi, qui est une des techniciennes en archivistique là-bas. Alors, j'ai fouillé de fond en comble son fonds d'archives, et j'ai découvert là quelqu'un d'absolument fascinant. Fascinant, pourquoi? Parce que, nécessairement, on parle des années 30, 40, 50. Un prêtre qui décide de faire du cinéma à cette période-là. C'est le cinéma avant la lettre, parce que spontanément, quand on interroge les gens, on identifie bien trop souvent, et malheureusement, les origines du cinéma québécois au début des années 50, ou à la limite à la fin des années 50, avec le film Les Racketteurs de Michel Brault, qui est souvent considéré comme le film 1 ou presque, du moins l'âge 1 du cinéma québécois. Or, dans les années 30, 40, 50, il y a
plusieurs artisans, puis on l'est ainsi parce que c'est véritablement des artisans, souvent des prêtres, qui ont fait du cinéma, qui ont été les pionniers, qui ont défriché, pour reprendre un terme de circonstance dans ce cas-ci, on verra pourquoi, donc qui ont défriché ce terrain-là. Au plus grand plaisir des jeunes historiens comme moi. Ce sont donc des prêtres, je le disais. Pour ce qui est de Maurice Proulx, il a fait ses études, d'abord il a été très chanceux parce qu'on se replace dans la période début du 20e siècle, donc il naît en 1902. Il commence à faire ses études, donc il a l'occasion en fait d'aller étudier au collège commercial d'Abord de Montmagny. Et ensuite il va pouvoir aller au collège classique, ce qui est assez peu commun pour l'époque pour une famille rurale, une famille nombreuse aussi, parce qu'il est le digne représentant de ce qu'on se représente comme étant la famille canadienne-française, à savoir des familles très nombreuses, cultivateurs d'origine. Donc son père est cultivateur, sa mère femme au foyer. Il est le produit d'une longue lignée de cultivateurs. J'ai retracé d'ailleurs dans le livre donc l'ensemble de sa généalogie, du moins patriarcale, pour ce cas-ci. Et je crois qu'à quelques exceptions près, ils ont tous été cultivateurs ou presque, en tout cas. Donc il a ça dans ses veines, veut pas. C'est l'aîné de la famille. Il aura 15 frères et sœurs, en fait 14 parce qu'il y en a un qui va mourir en jeune âge, qui est de circonstances peut-être pour l'époque. Et donc, étant l'aîné de la famille, il se destine, disons, aux gloires de l'héritage familial, si on veut. Ses parents ont quand même les moyens. C'est des gens qui sont très travaillants. Son père était cultivateur, mais il était également présent au sein de la municipalité. Il avait quelques fonctions administratives au sein de la municipalité, en plus de ses fonctions de cultivateur et de père de famille et tout. Donc, on voit déjà l'esprit travaillant de cette famille-là. Et donc, pour eux, ce qui était particulier, c'est qu'eux-mêmes, les deux parents, donc Fortunat et Gratien, ont eu l'occasion d'aller aux études eux-mêmes étant jeunes. Et donc, pour eux, l'éducation est une valeur très, très, très importante. Alors, ils vont encourager nécessairement leur fils à aller aux études, même que lui, dans ses archives, s'en plaignait peut-être de façon nostalgique, puisque étant jeune, il aurait aimé pouvoir jouer à la maison avec ses petits amis, ses petits cousins, mais ses parents insistaient pour qu'il assiste à ses classes, à toutes ses classes. Il ne s'en portera pas plus mal pour autant, puisqu'il va se dédier de façon assez spectaculaire à ses études. Donc, il va poursuivre au collège classique. Et ensuite, comme il est l'aîné de la famille, comme c'était un peu la coutume à l'époque, on va l'envoyer au séminaire. Donc, il va aller au Grand Séminaire de Québec. Il va être ordonné prêtre en 1928. Et pendant ses études au Grand Séminaire, ses supérieurs d'Église vont noter chez lui une fascination pour la science agricole, pour les études de façon générale, mais pour la science agricole. On va lui proposer d'être maître de classe à la faculté d'agriculture de l'Université Laval, qui était à cette époque à la Pocatière. Donc, il va être maître de classe et ensuite, on va l'encourager à aller faire son baccalauréat. Donc, il va aller faire déjà son baccalauréat. Donc, on se replace encore dans l'époque. Un jeune d'une famille rurale. Il a fait des études de prêtrise. D'abord, il a eu la chance d'aller aux études et il décide de poursuivre même jusqu'au baccalauréat, ce qui est quand même considérable. Mais il ne s'arrête pas là. Donc, après son baccalauréat, on voit qu'il est très intéressé par la chose. Il veut pousser plus loin. Le gouvernement de la province de Québec va lui offrir une bourse pour pouvoir aller faire son doctorat à l'Université Cornell. À l'époque, l'Université Cornell, c'est vraiment un centre multiculturel planétaire où il y a beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde qui se réunissent là pour faire des études. En agriculture surtout, c'est une université assez reconnue dans le domaine, mais dans d'autres disciplines aussi. Et donc, lui, il va partir comme ça, faire ses études doctorales dans les années 30, avec une bourse du gouvernement de la province de Québec. Rendu là-bas, il suit ses cours de façon très assidue. Il doit lutter avec un de ses handicaps particuliers qui est l'anglais. Donc, il ne connaît pas l'anglais. Alors, il doit l'apprendre un peu sur le tas, à la dure. Alors, il va se documenter principalement de façon autodidacte avec les funny papers ou la littérature jaune ou en fait tous ces types de magazines ou de journaux où l'argot prédomine davantage sur l'anglais, disons, plus classique. Mais de fil en aiguille, comme ça, il va apprendre son anglais, il va devenir assez bilingue. Et lors d'un cours particulier, il y a un conférencier écossais qui vient donner une conférence et qui utilise miraculeusement une fascinante machine comme étant un appui à sa présentation.
Ce serait l'équivalent, disons, aujourd'hui du PowerPoint. Donc, on pourrait replacer un peu dans l'époque, c'est un peu l'équivalent. Nécessairement, à cette époque, le film n'est pas encore parlant. En fait, les premiers films parlants, fin des années 20, mais ça se généralise beaucoup plus vers la fin des années 30. Alors, ce ne sont que des images et il les commente en faisant sa présentation. Et là, Maurice Proulx découvre pour lui, en fait, c'est la révélation divine peut-être, ou en tout cas cinématographique. Il découvre là le potentiel immense d'un médium qui pourrait lui servir et qui pourrait servir au Québec à la propagation ou à la diffusion du savoir en sciences agricoles ou en agronomie. Alors, dès le lendemain, il envoie une lettre à ses supérieurs d'église pour avoir de l'argent pour acheter une caméra. Lui-même sera même étonné quelques semaines plus tard de recevoir un chèque de 400 $ pour l'achat de cette caméra. Alors, il se précipite chez Kodak, la fameuse compagnie américaine. Il se mène Kodak et il va s'enquérir d'une magnifique caméra. Et il va commencer à apprendre un peu sur le tas avec un petit manuel très peu descriptif sur comment fonctionne la machine. Une machine très, très lourde. Hein, c'est des grosses machines qui fonctionnaient sur trépied. Donc, on n'est plus comme aujourd'hui avec des petites caméras, même dans des téléphones cellulaires. Et donc, il apprend comme ça, par essai-erreur. Et après son doctorat, il revient au Québec. Et déjà... je ne sais pas si ça se parlait au sein des milieux ecclésiastiques, mais déjà, l'abbé François-Xavier Jean, qui est le secrétaire de la Société de colonisation du diocèse de Québec, lui propose de suivre un groupe de colons, donc on est en 1934, de suivre un groupe de colons pour aller à Roquemort, qui est une nouvelle colonie, Sainte-Anne-de-Roquemort en Abitibi, pour filmer l'évolution de cette colonie. Lui, d'abord, est très intéressé parce que c'est pas tellement grave... en fait, lui est très intéressé d'abord qu'on lui confie cette tâche-là. Alors, de 1934 à 1937, il va suivre pendant 3 ans l'évolution d'une colonie qui va donner son premier film. C'est un long-métrage documentaire, le premier de l'histoire québécoise, en Pays Neuf, qui sera aussi éventuellement le premier film sonorisé de l'histoire québécoise. Et ça, c'est toute une aventure que je détaille dans le livre également, donc ça vaut la peine, ça serait matière à film, juste cet épisode-là. Donc, on a un peu le portrait du personnage. Ensuite, il va travailler beaucoup pour le gouvernement de la province de Québec, entre autres sous Adélard Godbout, parce qu'il a été son professeur d'agronomie à la faculté d'agriculture de l'Université Laval, mais surtout sous le régime de Maurice Duplessis et l'Union nationale. Au début des années 40, 1941, il y a de la production cinématographique qui se fait au sein des ministères de la province de Québec, surtout l'agriculture, colonisation, services sanitaires, incendie. Ils ont tous en fait leur petit studio de production, leur petite boîte de production. Et en 1941, au début des années 40, Adélard Godbout a le génie d'inventer un organisme qui visera à centraliser tout ça. Ce sera l'organisme qui va s'appeler le Service de cinéphotographie provinciale, qui va être fondé en 1941. Et naturellement, comme il n'y a pas de grand spécialiste du cinéma à l'époque, il va faire appel à Maurice Proulx, qui était son élève et qui est devenu son ami par la suite. Alors, par la suite, après la création de ce service de cinéphoto, on va faire appel à Maurice Proulx pour réaliser différents films, surtout des films sur la colonisation. Je vais montrer quelques extraits d'ailleurs de ces films-là, des films sur l'agriculture. Éventuellement, la joute politique oblige, Godbout est défait. En 1944, c'est Maurice Duplessis qui prend le pouvoir. Et de 1944 à 1959, Maurice Proulx va réaliser environ une trentaine de films. Donc, c'est quand même considérable pour l'époque. Nécessairement, ce ne sont pas des longs métrages dans l'ensemble, ce sont des courts métrages. Quinzaine de minutes, vingtaine de minutes en moyenne, mais c'est quand même considérable pour l'époque de pouvoir avoir cette chance d'être financé par l'État pour pouvoir travailler comme cinéaste. Alors, il va avoir une carrière assez intéressante. Pourquoi d'abord Maurice Proulx, en fait, pourquoi d'abord Duplessis s'est intéressé à Maurice Proulx? Ce qui est assez fascinant parce qu'on connaît l'aversion de Maurice Duplessis pour les caméras photos, les Kodak, mais ce sera le génie, ou du moins l'habileté intellectuelle de Maurice Proulx qui va convaincre Duplessis de garder d'abord le service de cinéphotographie qu'il voulait faire fermer. Proulx va le convaincre du contraire, d'abord en lui présentant certains de ses films. Et là, Duplessis, pas plus bête que personne, va réaliser qu'à travers ce cinéma-là, il y a une vitrine publicitaire tellement flagrante, tellement pertinente pour son programme politique au sein de l'Union nationale. Alors, il va accepter de ne pas fermer ce service de cinéphoto et d'engager Maurice Proulx sur une base assez quotidienne pour réaliser différents films.
ça pose nécessairement la question de la propagande. Parce que on dit qu'on a là le portrait d'un homme qui est payé par l'État. De surcroît, l'Union nationale de Maurice Duplessis, qu'on connaît avec une machine électorale redoutable, avec des moyens de propagande assez efficaces, que l'on peut déplorer. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais donc, on pourrait spontanément se dire, est-ce qu'il y a là propagande? Dans les faits, il y a effectivement propagande au sens où l'on entend le terme à l'époque, c'est-à-dire un terme qui est équivalent, grosso modo, de publicité ou d'information gouvernementale. D'ailleurs, dans les débats parlementaires reconstitués, autant le premier ministre Duplessis à l'époque que le chef d'opposition, Georges-Émile Lapalme, utilisent ce mot-là sur une base quotidienne, le mot propagande. Donc, ça n'a pas la connotation péjorative que l'on lui connaît aujourd'hui et qui prendra probablement davantage à partir de après la Deuxième Guerre mondiale avec ce que l'on connaît du régime d'Hitler et du régime soviétique. Mais c'est tout autant un cinéma de propagande. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui est utilisé par un pouvoir politique dans certaines limites, avec certaines limites, oui, et qui va servir en fait à consolider, si on veut, le bassin électoral par excellence de l'Union nationale, à savoir les régions et les cultivateurs. Mais il y a quand même des nuances à apporter, qui sont précisées d'ailleurs dans le livre, à savoir que d'abord, Maurice Proulx a la liberté quasi totale de faire ses films. La seule influence politique que l'on peut noter à partir de ses films et à partir des archives de ses films et de sa correspondance personnelle sont uniquement les commandes en elles-mêmes. C'est-à-dire que Duplessis pouvait téléphoner spontanément à Maurice Proulx pour lui dire « Fais-moi un film sur telle chose ». Ça s'arrête là. C'est généralement assez mince comme commande, assez direct. Mais donc, on a là la thématique générale et ensuite, Maurice Proulx, lui, peut développer, si on veut, un scénario, même s'il n'y a pas nécessairement de scénario à cette époque. Donc, il organise le film comme bon lui semble. Il faut savoir aussi que le cinéma de Maurice Proulx, ce n'est pas uniquement Maurice Proulx. C'est une équipe de collaborateurs. Donc, il s'entoure de collaborateurs dès ses premiers films. Les collaborateurs, par exemple, Michel Vergne, qui va signer la majorité de ses textes dans les films. Donc, ce que l'on entend dans la narration, que je vais vous présenter tout à l'heure, ce n'est pas signé de la main de Maurice Proulx. C'est approuvé de sa main nécessairement, mais ce n'est pas signé de sa main. La narration, ce n'est pas Maurice Proulx qui fait la narration de ses propres films. Ce sont très souvent des radio-annonceurs de Radio-Canada très connus, plusieurs qui ont travaillé aux Belles Histoires des Pays d'en haut, notamment. À la sonnerie, au son, c'est différents collaborateurs également. Werner Arnold aussi, qui a travaillé à l'ONF également. Donc, c'est une équipe. Alors, ce n'est pas que la vision très personnelle de Maurice Proulx, mais bien une vision collective, une vision communautaire de ce qu'il présente dans ses films. Ceci dit, quand on se replace sur les lieux de production à l'époque, on a Maurice Proulx avec sa caméra, avec quelques collaborateurs, et c'est lui-même qui est derrière sa caméra et qui déclenche la caméra et qui filme et qui prend donc, il est un peu le directeur photo, si on veut. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs si on veut se replonger dans l'esprit de l'époque, c'est de regarder ces films-là en coupant le son complètement. Et là, on a une vision totalement différente des films si on enlève tout le son, toute la narration. Mais bref, pour analyser ce cinéma-là, il faut considérer l'ensemble de ces facteurs-là. Je parlais un petit peu de l'histoire de Maurice Proulx pour situer un peu, pour mettre le terrain un petit peu sur la dynamique cinéma-histoire. J'en ai parlé un petit peu au début de ma présentation. La question du cinéma, de la relation entre le cinéma et l'histoire, date pas d'hier nécessairement, même si, comme je le mentionnais, au Québec, dans la situation très particulière du Québec, il n'y a pas de grands spécialistes en tant que professeurs attitrés dans les départements d'histoire. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la dynamique, surtout du côté français, de plus en plus du côté américain aussi et du côté anglais, mais surtout français. Ce sont les premiers qui ont commencé à s'intéresser à cette dynamique-là. J'ai été très surpris de constater d'ailleurs que l'origine de la réflexion entourant le rapport entre le cinéma et l'histoire date pratiquement d'aussi loin que l'invention du cinéma, donc fin du 19e siècle, ce qui est quand même surprenant qu'on ait ces considérations-là.
il y aura une phase à partir des années, plus des années 30, 40, 50, où là, on va vraiment s'intéresser davantage à la chose sur un plan intellectuel, sur un plan épistémologique. Au départ, c'est beaucoup la dimension où bien on s'y intéresse en tant que critique de cinéma. C'est les débuts, donc les années 10-20, c'est les débuts des premiers critiques de cinéma à proprement parler. Donc, il y a pas nécessairement une guerre de clocher, mais il y a du moins une réflexion qui s'opère à ce registre. Et ensuite, à partir des années 40, 50, 60, ben là, les historiens vraiment vont se pencher sur cette dynamique-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, la révolution, la réflexion, pas la révolution, pardon, a nécessairement évolué. Qu'est-ce qu'on entend par cinéma-histoire, de rapport entre cinéma et histoire? On entend plusieurs choses. On peut entendre d'abord un historien qui décide d'étudier un film ou un film historique, donc un film qui date de plusieurs années, d'extraire certaines représentations de ces films-là. C'est une façon de faire. On peut aussi s'intéresser à la représentation de l'histoire au sein du cinéma. Il y en a beaucoup qui le font, surtout du côté des études cinématographiques, bien populaires. Mais on peut s'intéresser aussi à ce que Antoine de Baec, l'historien français, appelle les formes cinématographiques de l'histoire. Qu'est-ce que les formes cinématographiques de l'histoire? Eh bien, les formes cinématographiques de l'histoire, ce sont cette influence indue ou pas, du contexte historique dans la production cinématographique à proprement parler. Il donne l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Bien, nécessairement, le contexte oblige, il y a guerre sur la scène mondiale, bien, le cinéma va s'en refléter. Donc, il y a plusieurs cinéastes qui vont se pencher sur la dynamique de la guerre et sur la dynamique de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Donc, le nombre de productions cinématographiques portant là-dessus au lendemain de la guerre est quand même assez considérable. Donc, c'est ce qu'il appelle les formes cinématographiques de l'histoire. Donc, l'influence de l'histoire dans la production cinématographique. Mais il y a aussi une autre dimension qui est non négligeable, mais qui est très peu explorée, celle de l'utilisation du cinéma comme source historique, au même titre que n'importe quelle autre source documentaire. Donc, acte de naissance, documents notariés, articles de journaux, et j'en passe. Cette avenue-là est très, très peu explorée, malheureusement. Pourtant, elle recèle une mine d'or d'informations pour les historiens. Pourquoi? Bien, parce qu'en prenant le cinéma d'abord comme source historique, bien, on a nécessairement le besoin d'adopter la même méthodologie d'approche par rapport à cette source-là, à savoir la critique interne, la critique externe. Donc, ça donne une perspective totalement différente de ce qui peut être fait en termes d'histoire des représentations au sein des départements d'études cinématographiques. Dans mon livre, ça se situe un peu à deux échelles. À la fois ce que je viens de mentionner, à savoir l'utilisation du cinéma en tant que source historique, mais aussi l'utilisation, si on veut, les formes cinématographiques de l'histoire telles que définies par Antoine de Baec. À l'origine de mon livre, lorsque je me suis intéressé à Maurice Proulx, je me disais, bon, ça va, je connais mon sujet d'étude, mais qu'est-ce que je vais étudier à travers ça? Donc, nécessairement, j'ai visionné quelques-uns de ces films qui sont pour quelques-uns disponibles maintenant gratuitement en ligne sur le portail de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil, ça vaut le coup. Et donc, j'en ai visionné quelques-uns. Et là, spontanément, nécessairement, j'ai remarqué qu'il y avait une dimension prédominante, celle du monde rural, de l'agriculture, mais plus que ça. Parce que là, je me suis dit, bon, c'est bien de voir qu'il s'est intéressé beaucoup au monde rural, au monde agricole, mais quel sera mon angle d'approche? Je me suis documenté dans l'historiographie sur la période dite de la Grande Noirceur, donc sur ce mythe entourant les années 30 à 50. Je me suis documenté également sur l'historiographie du monde rural, donc qu'est-ce que les chercheurs en ont dit. Et j'ai remarqué que depuis les années 90, il n'y a à peu près rien qui s'écrit au plan historique, c'est bien, sur le monde rural, la société rurale en elle-même, sur les agriculteurs. Il y a quand même des travaux considérables qui ont été faits, notamment Gérard Bouchard, qui a quand même presque toute son œuvre d'historien et porte sur ce sujet-là, sur le Saguenay beaucoup, mais sur le monde rural en général. Mais après Gérard Bouchard, presque rien. Et donc là, en fouillant l'historiographie, je me suis rendu compte que la thèse qui prédominait, ou disons l'angle d'approche qui prédomine, c'est surtout l'angle tradition-modernité. C'est surtout sous ce registre-là, sous cet angle d'approche-là, qu'on a étudié cette société, puis plus largement même la période de la Grande Noirceur en elle-même. Je me suis dit que ça pouvait être un angle d'approche intéressant, à savoir de valider si cet angle d'approche, cet angle d'analyse-là cadre avec
la production cinématographique donc d'un homme qui est un contemporain pour l'époque. Donc, qu'est-ce que cet homme-là avait à dire sur son époque, sur ses concitoyens, sur sa société de naissance. Et j'ai remarqué très clairement que là, cet angle d'approche, ce paradigme-là, tradition-modernité, ne s'applique pas, ou s'applique très peu. En définitive, on pourrait même dire quelle société est complètement moderne ou quelle société est complètement traditionnelle. Hein? Prenons simplement le débat de la charte, la fameuse charte des valeurs québécoises. Est-ce qu'on a là un projet très moderne ou un projet qui s'appuie sur la tradition, sur des valeurs ou sur une culture traditionnelle? Hein? Le débat est déjà lancé, donc je ne me lancerai pas là-dedans. Mais ça montre qu'il y a toujours plusieurs facettes à un même sujet ou à un même événement. Ce qui fait qu'il est très réducteur. Moi, j'ai trouvé qu'il était très réducteur de stigmatiser, le terme est bien choisi, de stigmatiser cette époque, cette société, sous le prisme de tradition-modernité. Donc, à certaines époques, quand c'était les gloires de l'histoire économique et sociale, bien là, on vantait la modernité de cette société, ou du moins de cette époque-là, parce que c'était une société, sous Duplessis, qui était très libérale au sens économique de la chose. Et donc, il y en a d'autres qui disaient non, c'est pas une société moderne, c'est une société traditionnelle pour telle raison. Alors, en étudiant le cinéma de Maurice Proulx, j'ai constaté qu'il y avait un autre paradigme qui était beaucoup plus significatif, celui du pragmatisme. Pragmatisme versus idéalisme. Ce que l'on observe dans les films de Maurice Proulx, c'est vraiment le portrait d'une société qui est très pragmatique, c'est-à-dire une société qui est très ancrée dans le réel, qui est très consciente des enjeux économiques, sociaux, dans une moindre mesure culturelle, pour le cas des films de Maurice Proulx, mais j'y reviendrai, de cette société, de cette époque. Donc, une société agricole et rurale qui n'est pas, selon les clichés traditionnels, une famille récluse, autosubsistante, détachée de la société ou presque, mais bien une société qui participe, c'est-à-dire une famille qui participe à cette société, à son développement, à son bien-être. Une famille aussi qui est très ouverte sur le monde et non pas fermée. Donc, ça abattait certains clichés, certains stigmates, je dirais, de cette société et de ces gens-là qui ont peuplé cette société. L'abbé Proulx se penche sur différentes thématiques, ne se penche pas exclusivement sur l'agriculture ou sur la colonisation. En fait, son œuvre est marquée de plusieurs phases. La première phase, celle, disons, des années 30 je dirais peut-être à la fin des années, au milieu des années 40, la phase où il s'intéresse davantage à la colonisation et à l'agriculture, pour des raisons évidentes, parce qu'à l'époque, on commençait à coloniser l'Abitibi, la Gaspésie, donc il fait des remarquables films là-dessus. Ensuite, il va se pencher beaucoup sur le tourisme. Donc, il y a beaucoup de ces films qui sont des films de nature touristique, ce qui s'explique par le fait que le service de cinéphotographie, à l'époque, devient, à partir des années 50, sous la juridiction de l'Office d'information et de publicité de la province de Québec, qui est l'ancêtre du ministère du Tourisme, si on veut. Alors, il se penche sur différentes thématiques. Donc, nécessairement, il reste dans le giron, disons, des régions rurales. Il va faire des films sur les îles de la Madeleine, sur la région du Saguenay. Il va faire des films sur le Bas-Saint-Laurent. Donc, il fait plusieurs films dans lesquels il va traiter non pas exclusivement du tourisme, mais par extension d'une variété de sujets. Il va parler des femmes, il va parler des enfants, il va parler de la famille, il va parler des loisirs, il va parler d'économie. Mais il ne parlera jamais véritablement de politique. En fait, il n'y a qu'un seul film, je dirais deux films dans sa cinématographie, dans lesquels on peut voir un propos plus politique. Dans un de ses films, Jeunesse rurale, on peut voir à l'écran Maurice Duplessis lors de la remise de prix dans le cadre d'une exposition agricole. On le voit en train de remettre un prix à une jeune femme et on ne l'entend pas de façon sonore, mais on le voit. Et sinon, il y a un autre film qu'il va tourner à la fin de sa carrière, 1961, si je ne m'abuse, 60-61, un film qui s'appelle Film politique de Roméo Lorrain, qui va être un film destiné à le faire réélire, donc un film essentiellement politique et partisan. Sinon, aucune mention ou presque de nom précis, disons, de premier ministre ou de régime quelconque. C'est ce qui me donnait aussi à penser qu'il fallait être un peu nuancé dans la question de la propagande dans l'étude de ce cinéma-là. Il aurait été très facile, disons, d'encenser les réalisations du chef et de l'Union nationale, étant donné que c'est son principal commanditaire, si on veut. C'est l'Union nationale qui lui donne de l'ouvrage.
qui a été très facile de le faire. Il y a également certaines nuances, à savoir dans ces films, on ne mentionne pas nécessairement l'Union nationale et les réalisations de l'Union nationale, mais on met en valeur certaines réalisations de l'Union nationale sans les mentionner. Donc, le développement, par exemple, du réseau routier. On sait qu'à l'époque, dans les années 50, Maurice Duplessis et l'Union nationale investissent beaucoup pour paver les routes en campagne. Alors, il va faire un film sur les routes de la province de Québec. Il va faire un film aussi sur la construction des ponts. Un film très didactique. Encore une fois, un autre cheval de bataille très fort, très électoraliste de Maurice Duplessis. Il va faire aussi un film sur les écoles professionnelles et techniques. Encore une fois, on a là un autre des piliers de son programme politique. Il va faire également un film sur les organismes sanitaires. Encore une fois, une autre dimension, la santé, les hôpitaux en région qui étaient très chers à Duplessis et à son parti. Alors, sans mentionner nécessairement l'Union nationale ou des ministres ou encore le premier ministre, ben, il en fait nécessairement, je ne dirais pas l'apologie, mais du moins, il en fait ses choux gras. Ceci dit, dans ces films, il y a toujours une dimension aussi historique, ce qui est assez intéressant. Donc, il représente, à chaque fois qu'il s'intéresse à un sujet, il a à cœur de montrer un petit portrait amateur. Là, on s'entend que c'est pas très développé, mais du moins de dresser un petit portrait historique, aussi minimaliste soit-il, de la dynamique sur laquelle il se penche. Ce que l'on observe, par contre, c'est que il peut vanter très, très facilement l'histoire, l'origine de telle chose. Donc, s'il se penche, par exemple, sur la médecine, dans un film comme Médecine d'aujourd'hui, qui paraît en 1959, il va retracer l'origine de la médecine au Québec jusqu'en la Nouvelle-France. Donc, il va montrer des reconstitutions de la Nouvelle-France où on a des religieuses qui ont été les premières à apporter secours aux bons sauvages, avec le jargon de l'époque. Mais aucune mention de ce qui est fait dans la période politique qui précède justement celle de l'arrivée au pouvoir de Duplessis. Donc, un certain penchant peut-être politique ou du moins partisan, sans être très affirmé. Il est clair que Maurice Proulx se définissait comme étant un libéral d'allégeance. On peut retracer facilement, de toute façon, cette allégeance-là à la région comme telle de la Côte-du-Sud, qui est fortement libérale de tradition. Mais ça ne l'a pas empêché de travailler pour Maurice Duplessis. Donc, je le disais, c'est un proche d'Adélard Godbout, et c'est Adélard Godbout qui va le présenter lui-même à Duplessis. Et pour lui, je pense que c'était une dimension très secondaire. C'est d'ailleurs ça pourquoi je pense, dans son cinéma, c'est pratiquement absent. Je ne pense pas qu'il s'intéressait tellement à la chose politique, si ce n'est que dans ce cas précis-là, c'était à l'origine de son principal gagne-pain, si on veut. Mais donc, on a là un petit portrait un peu général, à la fois du personnage, à la fois de la dimension cinéma-histoire, à la fois des principales conclusions de mon livre. À partir de ce livre-là, parce que je reviens en fait au tout début, j'ai fait un petit détour pour revenir en fait à la dimension de la genèse du livre. Donc, après avoir produit ce mémoire, après avoir conjugué différents efforts, 2 maîtrises à la fois, je pense que ma directrice pourra en témoigner, qui s'est bien déroulé en général, j'ai terminé mon mémoire de maîtrise et à la suite de ce mémoire, j'ai décidé d'envoyer mon manuscrit à différents historiens, différentes historiennes, pour qu'ils me donnent leur avis d'experts là-dessus, notamment à Lucia Ferretti. Alors, je lui ai envoyé mon manuscrit de mémoire et elle l'a lu. Et elle m'a, en un temps assez record, moi je m'attendais à ce qu'elle le lise, à temps perdu, que ça prenne le temps que ça prendra. Mais non, elle l'a lu très rapidement et spontanément, elle m'a réécrit en me disant, tu devrais le présenter à Septentrion. Je pense que ce serait une maison d'édition qui serait intéressée à publier ce genre de choses-là. Alors, on se replace dans l'époque. Moi, j'ai pas encore commencé mon doctorat. Je suis en train de faire ma maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal. Dans tous les questionnements, interrogations des jeunes historiens, à savoir est-ce qu'on continue en histoire, est-ce qu'on s'en va ailleurs, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Et là, Mme Ferretti me dit, ça serait intéressant que tu le soumettes et que tu le publies. J'y ai longtemps pensé, parce que c'est pas toujours facile de se replonger dans un manuscrit sur lequel on a travaillé, on a bûché, encore une fois le terme est de circonstance, pendant des mois et des mois. Pour ma part, même, il y avait eu un petit intermède d'à peu près 1 an pendant lequel j'avais fait ma maîtrise en sciences de l'information. Je suis en train de le faire, donc j'avais mis de côté mon mémoire, ce qui fait que de me replonger dans tout ça, c'était pas si facile. Pas nécessairement parce que le sujet n'était pas intéressant, bien au contraire, mais parce que nécessairement juste au plan technique,
on évolue, notre pensée évolue et tout. Et là, de se replonger là-dedans, on peut dire, ah, ouais, ce que j'ai écrit, c'est pas terrible. Ah, ça, ça changerait ça changerait ci. Juste au niveau de l'écriture. Hein, notre écriture évolue à mesure que l'on écrit. Donc, c'est tout un travail. Là, de se replonger là-dedans, on grince des dents, puis c'est tout un travail. Ce qui fait que ça aura pris... j'ai décidé de le faire quand même à temps perdu, me disant que, bon, au pire, ça n'arrive pas. Hein, c'est pas plus grave que ça. Donc, je l'ai fait. Ça m'a pris à peu près un an. J'ai eu l'avantage, peut-être, et ça c'est non négligeable, de connaître des gens au sein de Septentrion, notamment Sophie Imbeau, qui est l'éditrice de mon livre, qui a travaillé également à la reconstitution des débats parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc, c'est aussi une façon de dire que les contacts sont importants dans le milieu, c'est-à-dire pas nécessairement les contacts au sens strictement politique de la chose, là, mais de se faire connaître et d'aller dans des congrès, d'aller dans des colloques pour rencontrer des gens, de rencontrer des spécialistes, d'autres historiens, et pour se faire connaître. C'est super important. Ça, c'est je pense, une des dimensions les plus importantes, mais je pense que, en tout cas, à l'Université de Sherbrooke, on en parlait assez, il y avait assez cette dynamique-là qui était mise de l'avant auprès des étudiants. Donc, ça aurait été profitable pour moi, mais du moins, en partie parce que, bon, il a quand même fallu que je fasse du travail, là, c'était pas gagné d'avance. Le travail d'édition est quelque chose d'assez intéressant parce que, d'une part, on soumet notre manuscrit, il est évalué par des évaluateurs anonymes, et là, on reçoit cette évaluation-là comme quelque chose de on est très stressé, on reçoit ça, on a deux évaluations anonymes, et là, on lit. Les commentaires généraux, l'appréciation générale du manuscrit et tout. Puis ensuite, il y a des recommandations qui sont impératives, des recommandations facultatives, et on a une décision. Est-ce que c'est publiable, est-ce que c'est pas publiable? Publiable avec modification ou etc. Toutes les possibilités sont bonnes. Dans mon cas, ça a été positif. Donc, les deux évaluateurs étaient d'emblée unanimes pour dire que c'était publiable, avec des modifications, nécessairement, parce que, bon, on se replace dans le contexte d'un mémoire de maîtrise, c'est l'équivalent même d'une thèse. Il y a des formulations très académiques qui sont un peu indigestes pour le grand public, là. Alors, c'est le genre de choses qu'on veut éliminer le plus possible. Toute la section méthodologie, où on décrit très clairement et très précisément ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait, pourquoi, etc. On s'entend que c'est des choses que le grand public, c'est pas très intéressant, encore une fois. Au sens historiographique aussi, donc le bilan historiographique, c'est quelque chose qu'il faut synthétiser le plus possible, parce qu'encore une fois, sinon ça devient une longue litanie de livres et d'auteurs que l'on a étudiés, donc encore une fois, c'est pas nécessairement l'ensemble du public qui va se taper chacun des livres ou des auteurs mentionnés dans le bilan historiographique. Donc il y a quand même un travail considérable à refaire, surtout au niveau de l'introduction, je dirais, pour ma part, ça a été ça, pour le rendre plus digeste. Ensuite, c'est les formulations académiques au début, fin de chapitre, la façon qu'on présente des exemples. Hein, la formulation très traditionnelle, c'est bon, on avance quelque chose, on affirme quelque chose, on le démontre par un exemple dans une source, puis ensuite on commente. Mais cette formulation-là, cette suite-là très académique, nécessairement, il faut que ça soit un petit peu dynamisé pour que ça soit intéressant pour le public. Alors, il y a tout ce travail-là qui a été fait. Ensuite, une fois que je me suis basé sur l'ensemble des commentaires, j'ai resoumis mon manuscrit, et là, il y a tout le travail à proprement parler d'édition de la part de l'éditrice qui relit le manuscrit, qui fait d'autres commentaires. Ça va aller vers le correcteur ensuite, qui va nous dire périodiquement « Ah, tu as deux mêmes citations à deux pages différentes », des choses qui nous avaient échappé. Et finalement, au terme de 12 mois, autour de 12 mois à peu près, mon livre qui paraît. Je dis que c'est une très, très grande fierté. Donc, je suis très satisfait du travail final. Je vous épargne aussi toutes les considérations plus peut-être matérielles, à savoir choisir les images. Bon, il y a tout ce travail-là, mais qui est super intéressant également. Puis je pense que tout jeune historien devrait s'intéresser à cette démarche-là et soumettre le manuscrit. D'ailleurs, ce qui m'a surpris beaucoup, c'est que la majorité des éditeurs, et là, moi, c'est Septentrion, mais ça aurait pu être Boréal, ça aurait pu être VLB, la majorité des éditeurs sont très friands de mémoire de maîtrise d'étudiants. Ce que j'ai trouvé très surprenant. Peut-être parce que, bon, quand on est un jeune étudiant, on arrive un peu dans le marché des grands, puis on se dit, bon, ça doit être très, très, très difficile de publier. Ce n'est que la crème de la crème qui est sélectionnée. Eh bien, c'est vrai. Bon, il y a un travail qui est fait pour que ça soit très bon, pour que ça soit intellectuellement juste, mais c'est plus facile que ce que je croyais.
Alors, moi, j'encourage quand même les étudiants à le faire. Je pense que c'est une démarche très intéressante, très gratifiante aussi, hein, d'avoir après ça son premier manuscrit dans ses mains, de dire son premier livre, de dire, bon, mon Dieu, c'est fait, j'ai mon nom sur... Et on peut aller dans une librairie, on voit notre ouvrage classé entre la biographie de Claude Poirier et celle de Lise Ravary. Mais ça, pour mon livre à moi, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, voilà. Donc, c'est un peu, en fait, le portrait que je voulais dresser, de façon générale, de mon livre, de sa genèse, de mes principales conclusions et des rapports entre cinéma et histoire. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Marc-André, de cette belle présentation. Alors, maintenant, si vous le voulez, la parole est à vous. Questions, commentaires. D'abord Benoît, ensuite Madame. Merci, Marc-André. Oui. Merci, Marc-André, pour ta présentation. Deux questions techniques. D'abord, tu as parlé brièvement des sources, évidemment, mais est-ce que l'abbé Proulx a laissé des mémoires ou d'autres choses que sa production cinématographique et que tu as étudié pour faire ta recherche? Oui, d'ailleurs, c'est ça. Dans son fonds d'archives comme tel, lui, en fait, était... c'est un archiviste avant l'heure, peut-être, ou peut-être pas avant l'heure, parce qu'il y en a toujours eu des archivistes, mais il y avait cette considération-là archivistique, disons, dans son travail. D'abord, ce qui est assez particulier pour l'époque, c'est qu'on sait que la pellicule cinématographique était très fragile. Ça pouvait se détruire si c'était pas conservé dans des conditions assez optimales. Donc déjà, lui a eu l'ingéniosité de faire construire une voûte dans sa maison principale, à côté de sa cave à vin, ce qui est assez... On voit les deux intérêts. Donc une voûte, à proprement parler, où l'humidité était contrôlée, la température également, et où il a conservé quelques-uns de ses films. Il y a d'autres films qui étaient conservés aussi dans des laboratoires de développement aussi, mais s'il n'avait pas eu cette idée-là, ou du moins cette conscience-là par rapport au matériel avec lequel il travaillait, puis à sa postérité aussi, on aurait probablement perdu plusieurs de ses films. Parce que d'ailleurs, à partir des années 60, quand Jean Lesage arrive au pouvoir, changement de gouvernement oblige, on évacue tous les amis du pouvoir, entre guillemets. Maurice Proulx était considéré comme étant un ami du pouvoir de l'Union nationale. Donc, on l'évacue en tant que cinéaste contractuel. Et même au sein du service de cinéphotographie, on va détruire tous les films qui dataient de plus de 5 ans dans des collections. Donc, ça fait quand même beaucoup des films de Maurice Proulx qui dataient d'avant 1950, mettons 56, ce qui fait qu'il y a eu quand même ça. Mais outre ça, il a conservé toute sa correspondance, tous ses documents, disons, de production, les factures qu'il y avait, soit les factures de films, donc quand il chargeait, après avoir fini un film, qu'il chargeait ça au gouvernement de la province de Québec, ou encore son matériel qu'il achetait, ses voyages, il y a des photographies, il y a beaucoup, beaucoup de choses, ce qui fait que ça nous permet, en tant qu'historien, de n'avoir pas uniquement juste le film en lui-même, puis d'étudier, disons, sa composante cinématographique, les plans, la mise en scène, etc., mais bien le contexte de production. Donc ça, c'est assez intéressant. Je ne pense pas que c'est le cas pour l'ensemble de ces prêtres cinéastes-là de l'époque, des années 30, 40, 50. On aurait une richesse de documentation comme ça, mais dans son cas, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir avoir ça. Ça me permettait justement d'appuyer la production sur son contexte, qui est fondamental, en fait, en histoire, là, on le sait. Merci. Madame, mais juste pendant ce temps, donc, est-ce que tu t'es beaucoup servi de cette documentation? Oui. Ah oui, définitivement. Oui, pour chacun des films, c'était très important, à la fois de faire un aller-retour entre le contexte historique général au sein de la province de Québec, puis le contexte politique, parce que nécessairement, comme il travaille dans les officines de l'Union nationale, il faut quand même se pencher un petit peu sur le programme de l'Union nationale, tout ça. Mais donc, toute la documentation de production, sa correspondance me permettait aussi de comprendre le personnage, parce qu'il y avait cette dimension-là qui était importante. C'est pas juste de dire, on a un cinéaste, donc on va étudier son œuvre, puis on essaie de comprendre. Il faut comprendre un peu la psyché du personnage, d'où il vient, quels sont ses contacts, quels sont ses réseaux, comment il pense. Puis on voit, dans le cas de Maurice Proulx, ce qui est fascinant avec sa documentation, c'est qu'on constate que c'est quelqu'un de très carriériste, vraiment, vraiment très carriériste. Prenons-le, dans l'époque, on a un prêtre, je le disais, c'est un prêtre qui fait des films, et c'est quelqu'un qui va se mettre très riche, là. Il va se mettre très, 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 très riche avec son cinéma, là. On s'entend qu'un prêtre n'est pas supposé de faire de l'argent, en tout cas, il est supposé de vivre une vie de pauvreté, ou en tout cas d'embrasser cette idéologie, mais dans son cas, il était très riche, il se promenait avec une grosse bagnole, une grosse limousine noire, là, Chrysler, qui était très impressionnante et tout, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce qui est encore plus fascinant dans son cas, c'est que
à la fois, lorsqu'il produit ses films, il les vend au service de ciné photographie, qui lui paye grassement chacun de ses films, chacune de ses bobines de pellicule. Mais à la fin de sa vie, en 1977, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il va déposer l'ensemble de sa cinématographie au gouvernement de la province au gouvernement du Québec comme trésor patrimonial. Donc, le gouvernement va acquérir son œuvre, mais le gouvernement a déjà payé pour ça. Donc, ils vont payer à 2 reprises. Donc, il a réussi à faire payer 2 fois pour le même matériel. Faut quand même quelqu'un d'assez rusé. Donc, ouais. Oui, c'est quelqu'un. Donc, les archives permettent en fait de voir ça clairement. Puis ses considérations aussi, donc les sujets qui lui tiennent à cœur. Donc, l'enfance, par exemple, j'en ai parlé. J'ai peut-être pas eu le temps de présenter des séquences. J'en présenterai tout à l'heure après les questions. Mais les enfants, par exemple, c'est quelque chose qui l'affectionne particulièrement, notamment parce qu'il a participé à la fondation du service social d'adoption à la Pocatière à partir de 1953 ou 54. Et à partir de ça, à partir des milieu des années 50, il se dédie presque entièrement à l'adoption. Et pour avoir discuté avec sa petite nièce, Candide, qui se souvenait des histoires de famille qu'elle avait entendues et tout, qu'il n'hésitait pas à faire l'aller-retour Montréal-La Pocatière pour aller chercher des enfants dans plein. Elle se souvient, il y a un de ses grands-oncles qui lui disait qu'une soirée, il était descendu en pleine nuit avec sa gouvernante de sa maison pour aller chercher 12 bébés dans une seule petite bagnole, puis il a fait l'aller-retour quand il neigeait en plein hiver, Montréal à Pocatière. On s'imagine pas des circonstances comme ça, mais on voit déjà l'intérêt ou du moins la passion de cet homme-là pour cette dimension sociale-là, pour cette dimension de travailleur social. Et ça, on voit ça dans ses archives. Donc, les archives sont cruciales, en fait, les archives personnelles. Ouais. Fantastique.